phytosanitaires. Nos amis du Mali et du Burkina Faso ont bien connu ça à travers et continuent de connaître ça à travers le problématique de la mouche des fruits sur la mangue. Mais c'est aussi une façon quand c'est maintenu sur le long terme, puisqu'on a surtout pu participer et appuyer ces échanges dialogue public-privé à l'occasion de crise, donc de façon tout à fait ponctuelle, à l'occasion de crise, mais aussi à l'occasion de développement euh, de l'atelier ERSAT. L'idée aujourd'hui, c'est de de travailler de manière un peu plus poussée et de manière à permettre la poursuite du dialogue public-privé en dehors de ces crises et de ces réunions ponctuelles, parce que ça permet, Babacar le présentera, ça permet non seulement parfois d'éviter certaines crises, mais ça permet aussi au secteur de se développer par une amélioration de ce dialogue entre tous les opérateurs. Donc voilà, je laisse la parole à Babacar. C'était une très brève introduction. Merci Babacar et merci encore pour votre présence. Merci de celle. Bonjour tout le monde. Comme donc tu l'as dit, cet atelier est particulier parce qu'il consacre le début justement d'une activité que le COLID voudrait amplifier en termes de promotion et d'appui à la mise en place et ou le renforcement du dialogue public-privé. Il importe de souligner que c'est une phase pilote à laquelle participent le Mali, le Burkina Faso et la RDC. Je dois dire donc que pour ces pays, c'est vraiment une occasion, une bonne occasion de profiter de l'approche méthodologique consolidée que je vais présenter pour renforcer le système national SPS. Et quand on parle communément de système national SPS, le mot national est important. National signifie que toutes les parties prenantes du système, chacun, justement, en ce qui la concerne, fait ce qu'il doit faire. Parce que à la fin de la journée, c'est la qualité, c'est la robustesse, c'est la notoriété du pays qui est jugée. Et donc, en venir à l'objectif et revenir sur les éléments du contexte. Que cherche-t-on à travers cette réunion introductive de la phase pilote? C'est de revenir sur les enjeux du dialogue public-privé dans les systèmes SPS. Et au-delà des enjeux, c'est de vous présenter les grandes lignes de l'approche méthodologique d'évaluation du cadre de dialogue public-privé. CDPP, c'est cadre de dialogue public-privé. Donc, au-delà du partage des enjeux, c'est de présenter les grandes lignes de l'approche méthodologique qui est proposée pour évaluer et appuyer l'amélioration du cadre de dialogue public-privé. Et la dernière ou le dernier objectif, c'est avec vous, dans cette phase pilote, de valider les prochaines étapes nationales. Il est dit, cet atelier réunit les 3 pays pilotes, mais au-delà de cet atelier, on peut dire régional, il y a des activités importantes qui devront être réalisées dans vos pays, et il s'agira donc de valider les étapes comprenant cet atelier. Pourquoi le dialogue public-privé et pourquoi aujourd'hui encore insister sur l'importance de le structurer? Parce que, comme vous le savez, les exigences espèces deviennent de plus en plus importantes. Il y a un durcissement des standards mondiaux. Certains pays qui participent à cette phase pilote peuvent également en témoigner. Il y a une augmentation, notamment dans certaines filières, des interceptions à l'export, ce qui traduit un risque accru de restriction par rapport à l'accès au marché. Regardez imaginez un peu justement ce qui se passe parmi les pays qui participent. Je pense que ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret que de dire que le Mali vit ces situations critiques à travers la restriction
Il y a peut-être des micros encore ouverts. Hein. Donc, je disais que ce n'est plus un secret. Les amis du Mali peuvent en témoigner. Le Mali s'est vu interdit d'exporter des mangues sur l'Union européenne. Et quand on connaît l'importance de cette filière, on connaît l'importance de conjuguer les efforts des différentes parties prenantes pour lever les défis et de nouveau pouvoir exporter vers l'Union européenne. Il importe aujourd'hui donc de structurer les filières parce que la problématique qui est posée en termes de renforcement du système national va interpeller les différentes parties prenantes parce que, évidemment, les réponses isolées montrent aujourd'hui leurs limites. Pendant longtemps, il y a eu de grosses entreprises qui s'installaient et qui, à un moment ou à un autre, pensaient qu'elles pouvaient tout faire, sans avoir besoin même de collaborer avec l'administration ou de collaborer avec les plus petits. Mais je pense qu'aujourd'hui, les problématiques qui sont posées ont fini de convaincre tout le monde que les réponses isolées ne peuvent pas permettre de promouvoir un secteur. C'est dire que la conjugaison des efforts, déjà entre privés, mais également entre administrations, mais ultimement entre administration publique et secteur privé, s'impose comme un impératif pour pouvoir coordonner les actions et ensuite anticiper sur les problématiques des filières. Donc, il est attendu de cet atelier véritablement, au-delà de la compréhension des enjeux du dialogue public-privé, qu'on ait un engagement des pays pilotes à participer à cet exercice combien important, à travers lequel, justement, le COLIF consolidera son approche méthodologique, mais également aidera ces pays qui ne sont pas choisis au hasard. Et je pense que les coordonnateurs nationaux des pays ici présents pourront y revenir. Les pays qui ont été choisis ici ont été ciblés pour des raisons particulières. C'est de leur donner l'opportunité véritablement de profiter de cette approche pour lever les défis auxquels les secteurs ou les filières sont confrontés. Michel, malheureusement, quand je partage, je ne vois pas les mains levées ou les chats. Il n'y a pas de questions pour l'instant, mais moi, je regarde. Donc, Très bien, mais c'est pour m'arrêter pour dire que, mesdames, messieurs, ce n'est pas une formation. On est là dans le cadre justement d'un atelier. Un atelier, c'est un lieu où un groupe effectue une tâche en commun. La tâche en commun qu'on envisage d'effectuer, c'est de renforcer le cadre de dialogue public-privé dans les pays pilotes à travers une démarche structurante, consolidante justement que le COLIT a conçu et entend promouvoir dans les différents pays. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, il ne faut surtout pas hésiter à en faire part. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des commentaires? Peut-être, Babacar, c'est important ce que tu disais tout à l'heure à propos de la sélection des pays. Donc, effectivement, on est dans une phase pilote et on nous a demandé de procéder à une analyse des différents pays pour voir un peu les pays pour lesquels on pourrait intervenir. Et donc, pour revenir un peu sur les choix qui ont orienté, les critères qui ont orienté ces choix. Donc, il y avait le critère malheureusement, d'une crise spécifique, donc je pense que, ou de problématiques récurrentes SPS, et dans le cas du Mali et du Burkina, on a la mouche des fruits. La RDC aussi a été identifiée pour des questions de dépassement de limite maximale de résidus. C'est bien ça, Margot. Et aussi de voir un peu s'il y avait quand même déjà des échanges qui se faisaient entre le public et le privé. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a identifié quelques pays pilotes, dont les vôtres, en fait. Simplement, je voulais juste revenir là-dessus. Mais je pense que c'est un point important. RDC, est-ce que vous pensez donc qu'il y a encore des choses à faire chez vous ou que le dialogue public-privé est parfait? Ça se passe bien. RDC, malheureusement, je ne vois pas les noms. Est-ce que vous pouvez un peu partager le contexte dans lequel nous sommes en RDC? Ou est-ce qu'on s'est trompé de vous avoir choisi parce que chez vous, le dialogue public-privé est une réalité?
Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Samuel. Je ne sais pas si le nom s'affiche. Oui, oui, c'est Monsieur Bachungué. On voit bien que c'est vous qui parlez. Ok. Allez-y, je vous en prie. Euh, je crois pour aller droit au but, hein. Oui. Peut-être qu'il y a un peu de bruit, vous allez m'excuser, je suis à l'aéroport. Euh, non, je crois que c'est un besoin euh, important Mhm. pour la RDC d'avoir ce cadre de dialogue public-privé. OK. Il y a des initiatives qui existent, mais qui ne sont pas coordonnées. OK. Euh, et bien plus, les acteurs. Mhm. Ah, pour ceux qui sont dans les filières porteuses et les filières nouvelles que nous voulons euh, promouvoir, notamment les filières des épices, des fruits, des légumes qui sont effectivement concernés par les standards SPS. OK. Les acteurs ont quelquefois peu conscience de ces enjeux-là. Et donc, c'est Mhm. important que les pouvoirs publics que moi je représente dans Mhm. la promotion des exhortations et les acteurs privés. En Mhm. effet, euh, euh, mutualiser les efforts, avoir un cadre de dialogue, de consultation, de, d'analyse des problématiques en vue effectivement, de projeter Mhm. des solutions idoines. OK. Donc, voilà, je crois que la présence de la RDC est quand même fondée, oui, oui. OK, merci Samuel. Burkina, au Burkina, pas de souci, hein, non? Et puis surtout, c'est important si vous représentez une filière ou tout un secteur de vous présenter. Et donc, le Burkina, on peut nous parler de la situation du Burkina. Philippe, secteur privé, ou Dominique, autorité compétente. Allô? 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 Allô, Oui, j'ai... Oui, allez-y, allez-y. ok, bonjour Babacar, bonjour, et bonjour à toutes et à tous. Mhm, Parce que pour le Burkina, c'est une nécessité parce que au regard de notre contexte actuel, mhm, j'avais tantôt évoqué le cas du Mali, mais le Burkina aussi est en ligne de mire. Et là, c'est vrai qu'il existe un cadre d'échange public-privé. Mais c'est un cadre qu'il faille renforcer, améliorer mhm, pour répondre aux besoins hein, du terrain. Actuellement, surtout en ce qui concerne la mangue, mhm, nous avons quand même des cadres de concertation en début de campagne. mhm, Pendant et à la fin de la campagne, on fait mhm, un bilan mhm, et faire quand même des projections pour les campagnes à venir. mhm, Voilà, mais toujours est-il qu'il faut analyser ces mhm, cas de concertation et voir si sont performants et mhm. comment aussi arriver à les améliorer pour répondre aux besoins. Donc, OK. franchement, le Burkina est partant cet appui et on Mhm. espère que vous remerciez pour ce soir. Merci. Merci Dominique. Merci Dominique. Et le Mali, quelle est la situation au Mali? Est-ce que justement cet atelier a du sens ou cette activité pilote a du sens pour vous? Le micro. Ok. Directeur, allez-y, au PV. Oui, Mané va intervenir. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Adama Malé, je suis le chef de division surveillance, alerte et intervention au niveau de l'Office de protection des végétaux du Mali. OK. Je pense que bon, la situation du Mali vraiment n'est pas cachée. Bouakar l'a rappelé. Le Mhm, Mali est dans une situation où vraiment il y a eu assez d'interceptions pendant la campagne 2025, ce mhm, qui a en tout cas eu conséquence même l'interdiction de l'exportation vers l'espace Union européenne. mhm, Donc, ça, c'est la conséquence vraiment de ces interceptions.
Ensuite, en ce qui concerne entre l'atelier de ce matin, je crois il est la bienvenue parce que nous avons constaté quand même qu'il y a non seulement différents acteurs qui sont autour de ces filières-là, qui est la filière mangue, non seulement au niveau de l'État, il y a différents acteurs et ces acteurs doivent pouvoir se dialoguer et collaborer, mais nous constatons quand même qu'il y a des insuffisances à ce niveau. Et ensuite, entre l'État et les privés, les acteurs privés, aussi, il y a aussi des insuffisances de dialogue par rapport à certaines situations. Donc, je pense que ce cadre est la bienvenue pour pouvoir vraiment nous édifier, nous orienter vers dialogue constructif et une coordination de nos activités pour pouvoir vraiment sortir de cette difficulté que vraiment le pays connaît aujourd'hui. Je pense que vraiment c'est important que chaque acteur ait vraiment un espace pour pouvoir, en tout cas, s'informer et donner des idées. Au Mali, pendant la campagne, au début des campagnes de mangue, je pense il y a des concertations au niveau public pour pouvoir non seulement fixer les dates de campagne, mais aussi la fin des campagnes. Et c'est suivi aussi par ces acteurs-là. Mais il faudra quand même que ce cadre-là soit renforcé. Et je pense que c'est un cadre qui va nous permettre de prendre conscience de cela. Voilà, merci beaucoup. Merci, Malé. Mais je pense que ce tour d'horizon permet à tout le monde de confirmer l'intérêt et la pertinence surtout du choix des pays pilotes pour travailler justement à renforcer le dialogue public-privé, pour en faire un levier stratégique. Ce qui est recherché justement à travers ce cadre de dialogue, c'est de passer d'une gestion réactive à une gestion d'anticipation partagée, sans stigmatiser aucun pays. Mais évidemment, si on arrive à certains problèmes, c'est parce que nous n'avons pas, en tout cas, suffisamment anticipé sur les problèmes. Eh bien, le renforcement du dialogue public-privé devrait permettre davantage de passer de la réaction à l'anticipation. En ce sens, les bénéfices stratégiques, nous en convenons. Un cadre de dialogue public-privé permanent et dynamique permettra d'anticiper davantage sur les risques. Les risques qui peuvent être de différents ordres. Ça peut être du fait d'exigences réglementaires. Ça peut être du fait de problématiques techniques. Dans un pays lointain, par exemple, se poser la question à un moment véritablement d'imposer ou d'adopter un protocole de surveillance, demandant sans doute une formation du personnel des entreprises qui devraient la mettre en œuvre. Mais évidemment, si on voit qu'une grande majorité des acteurs adoptent une nouvelle technique ou une pratique, et si le fait de ne pas mettre en œuvre cette pratique peut être la cause d'une aggravation de problématiques, si on n'en discute pas entre privé et public, le public ne pourra pas, avec une baguette magique, imposer justement un changement de pratique. Ça passe donc forcément par des échanges, des cadres d'échange pour que les gens comprennent le bien fondé des préconisations, mais également pour que les gens puissent avoir accès au savoir et aux connaissances nécessaires pour adopter les changements. Les risques peuvent être d'ordre institutionnel. Dans un pays lointain, quelqu'un l'a dit quelque part, c'est vrai, si on a deux autorités compétentes qui ont des rôles et responsabilités pourtant bien définis, mais qui doivent travailler de manière très complémentaire pour en faciliter la compréhension par le secteur privé, s'il n'y a pas un espace de dialogue dynamique, évidemment, ça peut réduire l'efficacité des actions, malgré la bonne volonté des uns et des autres. Le cadre de dialogue public-privé permanent permet, par exemple, d'améliorer la conformité, faciliter l'adoption des réglementations, mais surtout soutenir la compétitivité. Deux déterminants sur lesquels on revient fréquemment, qui garantissent l'accès au marché, c'est la conformité, c'est
mettre sur le marché des produits conformes, mais c'est la compétitivité, c'est avoir des produits justement qui par rapport aux origines concurrentes peuvent accéder au marché parce que développant des avantages concurrentiels. Et j'ai tendance à y rajouter une autre, c'est justement la productivité. C'est l'appui au développement des bonnes pratiques pour avoir une offre de produits en quantité et en qualité suffisante. Donc, nécessairement, la structuration du dialogue public-privé va promouvoir la productivité, va faciliter la mise en conformité et ultimement soutenir la compétitivité du secteur ou des filières d'intérêt choisies dans le pays. Je disais que donc le COLID, à travers cette approche qu'on entend consolider, entend véritablement davantage apporter son soutien aux pays bénéficiaires. Les références méthodologiques suivies s'inspirent d'expériences probantes. Par exemple, STDF. STDF, justement, considérant toute l'importance du cadre de dialogue privé, a publié un guide de bonnes pratiques pour le dialogue public-privé dans le cadre SPS. Évidemment, les recommandations de cette publication ont été tenues en considération dans le développement de l'approche que nous présentons ici. Le COLID également a une grande expérience dans l'appui au renforcement des systèmes SPS à travers cet outil développé pour permettre une évaluation rapide qu'on appelle l'outil RSAT. L'expérience également acquise à travers la mise en œuvre de cet outil a permis de structurer la démarche que nous allons vous présenter. Il disait que justement, COLID entend davantage opérationnaliser ses appuis. Quand on pense en revue les approches méthodologiques du COLID, les appuis peuvent viser des entreprises individuelles. Mais il y a également des activités qui visent les organisations professionnelles, des activités qui visent les autorités compétentes. Mais là, on entend davantage renforcer l'appui autour du cadre de dialogue public-privé pour davantage apporter un cadre opérationnel de compétitivité aux pays bénéficiaires. Autre chose de très important dans les références méthodologiques, c'est l'approche graduée. Quand on écoute les 3 pays pilotes, il y a sans doute des identités remarquables. Ce besoin de renforcer le dialogue public-privé, non pas parce qu'il y a une absence totale d'échanges, mais il y a des problématiques qui nécessitent un contact encore plus renforcé et permanent entre les différentes parties prenantes. Donc, le COLID a tenu compte de cette nécessité de considérer les contextes nationaux au-delà des identités remarquables et bonnes pratiques qui doivent être partagées entre les différents pays. De se dire que l'approche que nous proposons s'inspire d'expériences probantes et sans aucun doute devrait permettre aux uns et aux autres d'en faire s'ils en font bon usage, de renforcer davantage les objectifs de conformité, les objectifs de compétitivité et les objectifs de productivité. Y a-t-il des questions, des commentaires? Pas dans le chat. Margot vient de mettre le lien vers la publication STDF, mais pour l'instant, je ne vois pas de questions. Merci. Ah, Monsieur Camara lève la main. Du Mali, de l'ADNA. Monsieur Camara, allez-y. Merci beaucoup. Effectivement, comme il a dit, il y a un dialogue entre l'État et le secteur privé. Ces derniers temps, avec la situation actuelle, ce cadre de dialogue s'est renforcé par plusieurs réunions préparatoires pour notre campagne. Et également, même au ministère, on a initié une nouvelle dynamique par rapport à un contrôle, en tout cas un contrôle plus accentué sur à Camara. On a perdu Camara, mais je pense que nous avons compris ce que disait Camara, c'est dire qu'au Mali, vu la situation actuelle de la filière mangue, qui est frappée d'interdiction d'exportation, il y a vraiment un renforcement du dialogue entre secteur privé et autorités compétentes. Et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Et c'est justement une situation qui consolide l'idée qu'il faut davantage
anticiper sur les problématiques s'inscrit dans une dynamique d'anticipation pour éviter d'être dans une gestion réactive souvent beaucoup plus complexe par rapport aux problèmes à résoudre. Camara? Oui, nous avons perdu Camara, mais je pense que nous avons... Je crois qu'il est déconnecté, il se reconnectera. Alors. Merci. Okay. OK. Mais juste revenir sur les bénéfices du dialogue public-privé, structuré et fonctionnel. Évidemment, ce cadre de dialogue ne peut amener que des retombées positives. On pourra davantage apporter des réponses coordonnées et rapides face aux urgences sanitaires et phytosanitaires, mais pas que, parce que les filières peuvent être confrontées à des problématiques qui ne sont pas que d'ordre sanitaire et phytosanitaire, mais qui peuvent être d'ordre logistique. Je me rappelle au Sénégal, il y a quelques années encore, justement, tout ce qui est fret aérien était très cher. Il a fallu que le public et le privé se parlent, dialogue pour pouvoir apporter des solutions qui ont reçu justement l'appui des autorités compétentes et des partenaires au développement. C'est dire donc que ce dialogue va permettre d'avoir une meilleure gestion des crises, mais surtout une anticipation sur les situations de crise. Évidemment, ce cadre de dialogue permettra d'améliorer le respect des normes internationales, mais surtout la réduction des interceptions, mais renforcera également la position concurrentielle des filières agricoles nationales dans un contexte de plus en plus exacerbé de compétition ou de concurrence. Ça permettra véritablement d'avoir des décisions concertées. À titre d'exemple, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le grand défi reste dans la mise en place d'un système d'enregistrement qui permet d'avoir une meilleure traçabilité des acteurs en vue d'avoir peut-être des programmes d'appui même beaucoup plus ciblés et en ce qui concerne l'autorité compétente de pouvoir programmer les contrôles pour être de plus en plus efficaces. Mais évidemment, de telles dispositions nécessitent de discuter, d'informer, pour que tout le monde comprenne le bien fondé et puisse s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. L'instauration ou le renforcement du dialogue public-privé permet également d'avoir une instance pérenne de dialogue et de coordination pour, encore une fois, davantage anticiper sur les situations de crise et renforcer les relations de confiance entre secteur public et privé. C'est dans ce sens donc que le cadre d'évaluation du dialogue public-privé dont nous discutons aujourd'hui a été développé par le COLIT. Ce cadre de dialogue privilégie une évaluation graduée du dialogue public-privé et met en évidence des facteurs clés de succès qu'il importe d'avoir en tête. Eh bien, de quoi s'agit-il? Dans le cadre d'évaluation que nous allons utiliser, le COLIT considère ce qu'on appelle le niveau de maturité. Un pays n'est pas un autre. Une filière même n'est pas une autre. Les problématiques de filière mangue dont on parle aujourd'hui au Burkina et au Mali ne posent pas les mêmes problématiques que la filière noix de cajou, par exemple, ou la filière coton. D'accord? C'est dit donc que le niveau de maturité qui renvoie au niveau de structuration, à la situation justement spécifique du secteur ou de la filière devra être considéré, et c'est le cas dans l'approche que nous utilisons. C'est dans ce sens que le cadre d'évaluation considère 4 niveaux de maturité. Quand on évalue les points de contrôle qui renvoient à la performance d'un cadre de dialogue public-privé, où le résultat, c'est qu'il est inexistant, il n'y a aucun canal de communication identifié, où il est émergent, il y a des échanges ponctuels sans cadre structuré, où il est structuré, mais le mandat n'est pas suffisamment défini, où il n'y a pas de réunion régulièrement organisée. Et le niveau idéal, c'est que le cadre de dialogue public-privé soit régi par un cadre légal et qui dispose d'un système de financement pérenne. Et ça, c'est une grosse problématique. Je connais un pays lointain où, justement, les rencontres publiques-privées sont souvent confrontées à un problème de qui prend en charge le transport des opérateurs quand on doit se réunir. Vous voyez, ça, c'est un problème.
Je connais un pays où il a fallu du temps pour que les producteurs sachent que quand il y a une réunion, ils ne doivent pas attendre de l'autorité compétente, encore moins d'un partenaire technique qu'on prenne en charge le financement, le déplacement. Donc, le niveau idéal de maturité renvoie à une situation où le cadre de dialogue public-privé est régi par un cadre légal très clair et que les enjeux de financement des activités du cadre, justement, sont maîtrisés de manière très claire. Donc, dans l'approche du COLIT, la situation va être donc évaluée en tenant compte du niveau de maturité. En lien avec ça, les facteurs clés de succès, c'est qu'un cadre de dialogue public-privé doit avoir un mandat très clair. Les objectifs doivent être définis officiellement. Il importe également qu'on ait une bonne représentativité. J'ai l'habitude de dire, dans un processus, les parties intéressées doivent être parties prenantes. Les parties intéressées, c'est les parties qui peuvent être impactées par les décisions, mais ces parties intéressées doivent être parties prenantes du processus pour en bien comprendre les enjeux et implications. Et c'est comme ça qu'on peut favoriser justement l'adoption ou l'implication des différents acteurs. Donc la représentativité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dans des filières où on peut avoir différentes catégories d'acteurs, on peut avoir des petits, des gros, on peut avoir des producteurs, on peut avoir des pisteurs ou des intermédiaires, on peut avoir des exportateurs. Évidemment, les différents acteurs qui concourent à la chaîne de valeur n'ont peut-être pas toujours les mêmes difficultés, les mêmes angles de lecture. Évidemment, cela explique tout l'intérêt d'avoir une représentation équilibrée des parties intéressées, qui doivent être partie prenante du cadre de dialogue public-privé pour en épouser les enjeux, les causes, mais surtout pour leur adhésion à la mise en œuvre des décisions. Le cadre de dialogue public-privé doit avoir un secrétariat fonctionnel. Mais évidemment, au jour le jour, autorités compétentes et secteur privé ont chacun en ce qui le concerne des choses à faire. L'autorité compétente n'a pas que la problématique de la filière mangue, par exemple, quand on parle du Mali ou du Burkina, hein, les amis, vous pouvez en témoigner, il n'y a pas que la mangue qui vous interpelle, il y a peut-être les criquets pèlerins, il y a peut-être également le coton. C'est dire que quand il y a un cadre de dialogue avec un mandat très clair, mais évidemment, là où on discute de mangue, ce n'est pas la problématique de la noix de cajou, on n'a pas les mêmes problématiques. Mais il importe pour que le dialogue puisse se tenir et avoir des résultats concrets, qu'on ait un secrétariat qui véritablement consacre le temps nécessaire au suivi des activités, à l'opérationnalisation des actions et au rapportage des résultats de la mise en œuvre des actions. Et ça également, souvent, ça pose un problème. Parce que chacun a tellement de choses à faire qu'on peut prendre des décisions, mais lesquelles décisions peuvent souffrir d'un suivi dans leur mise en œuvre. C'est dire que donc un facteur important est la définition de la structure à mettre en place et qui doit avoir les moyens d'assurer une opérationnalisation, un suivi des résultats de l'opérationnalisation des actions qui découlent des échanges entre les parties prenantes du cadre de dialogue public-privé. Justifier d'un leadership reconnu, c'est avoir des acteurs légitimes qui soient engagés dans le cadre de dialogue public-privé, disposer d'un plan de travail. Ah, ça, c'est important. Pendant longtemps, certains acteurs du secteur privé ne venaient pas aux rencontres organisées par leurs collègues privés ou par l'autorité compétente parce qu'ils se disaient on perd son temps. Évidemment, le secteur privé souvent n'a pas de temps. Évidemment, l'autorité compétente également, comme je disais, n'a pas qu'un problème. L'autorité compétente a plusieurs autres problèmes. C'est dire que pour qu'on puisse trouver de l'intérêt à dialoguer, à discuter ensemble, il importe que des actions concrètes qui impactent et qui touchent les intérêts de tout le monde réellement soient entreprises. C'est pourquoi je disais, identifier les parties intéressées qui doivent être parties prenantes.
les parties prenantes, si leurs intérêts ne sont pas suffisamment pris en charge, évidemment, elles ne vont pas adhérer, elles ne vont pas soutenir, elles ne vont pas trouver de raisons de participer au travail. Et souvent, ça également, c'est un enjeu. C'est par exemple de tenir des réunions concrètes qui adressent des problématiques concrètes. La transparence. Dans un pays lointain, et pour ne pas dire, et les amis, sans indexer aucun pays, ça c'est un gros défi dans nos pays. La communication, les canaux de communication. Si on veut qu'un grand nombre adhère au dialogue public-privé, il faudrait disposer d'un système de communication et d'interaction qui garantisse la transparence, qui renforce la confiance et l'adhésion des acteurs. Par rapport à ces facteurs clés de succès, nous en convenons, il y a des défis importants que nous devons adresser pour justement atteindre des objectifs. Babacar, Oui, est-ce que je peux t'interrompre si tu as terminé sur cette diapo? absolument, Lucien. Ok, on avait une main levée de Dominique et un commentaire de Tchalam. On peut peut-être commencer par la main levée de Dominique. Dominique? Dominique En Burkina, autorité compétente Burkina, ONPV Burkina. C'est bien ça, Dominique. Hein? Tu n'as pas changé de oui, casquette. oui, tout à fait. Effectivement, c'est le Burkina Faso. Ok. C'était pour comprendre par rapport à ce cadre de dialogue dont vous parlez. Est-ce un cadre de dialogue public-privé standard ou bien c'est spécifique à une filière en ce qui nous concerne la mangue? Très bonne question, Dominique. Et de ton point de vue, d'accord, est-ce que ça fait sens dans un cadre de dialogue public-privé d'avoir des acteurs de la mangue et des acteurs justement d'exportation des ignames, je dis n'importe quoi, ou du sésame? Est-ce que de ton point de vue, c'est quelque chose de réalisable ou de réaliste? De ton point de vue, ta question est importante, ça permet de revenir sur cette problématique de définition du champ d'application. Pas réalisable parce que ce n'est pas les mêmes intérêts. Tout à fait. Et c'est pourquoi j'ai mis en rouge le mandat. Ça renvoie à ce qu'on peut appeler le champ d'application ou le champ justement d'intervention du cadre de dialogue public-privé. Dominique, je pense que nous sommes d'accord que plus on a des parties prenantes qui ont les mêmes intérêts, plus le dialogue il peut être productif. Le COLID ne dit pas voilà la seule manière de faire. Parce que dans certains pays, il y a des organisations professionnelles fêtières, tu vois, qui revendiquent une légitimité pour discuter avec les autorités compétentes. Vous voyez que le COLID ne peut pas venir et dire divisez-vous, ayez des sous-filières ou autres. Mais on comprend que plus on met des gens qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts ensemble, moins ils vont s'écouter et moins ils vont se retrouver dans la définition d'un plan d'action concret. Parce que ce qui pose problème pour la mangue ne pose pas problème forcément à ceux qui font du sésame ou du haricot vert. Donc, c'est l'intérêt justement, avant de nous quitter ici, de revenir sur le mandat ou le champ d'application du cadre de dialogue public-privé sur lequel le COLID travaillera avec vous en termes de pilote. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et ça, c'est aux initiateurs d'en définir le champ. Si on dit on a un cadre de dialogue public-privé qui réunit tous les acteurs du secteur agricole, tu vois, déjà, il y a des exportateurs, il y en a qui visent le marché local, il y en a qui visent le marché régional, ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes problématiques. C'est dire que le mandat doit être très clair. Tu vois, la qualité de membre doit être très claire. Si on a un cadre de dialogue public-privé, mais à confirmer, qui représente les intérêts des acteurs de la filière mangue export, comprenant, par exemple, ceux qui font la mangue séchée, parce qu'on trouve qu'il y a un lien. Vous voyez, le mandat est clair. On sait que ce n'est pas là où on va discuter des choses du sésame. Je ne sais pas si, Dominique, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait, c'est bien clair. Et ça, c'est à vous, quoi. Le COLID ne donne pas une leçon, tu vois, claire à tout le monde. Mais on insiste sur un facteur clé. C'est d'abord la définition du mandat. C'est d'abord le champ d'application ou le champ d'intervention du cas. Ça, c'est vraiment fondamental.
Est-ce que donc, Dominique, ça permet de revenir tout de suite déjà et d'introduire les autres pays? Je pense qu'en évitant les acteurs de la filière mangue, et ça, Victor également qui suit le Burkina peut y revenir, c'est parce qu'on entend dans cette phase pilote travailler justement sur la filière mangue qui, comme tu l'as dit, est confrontée à des défis importants. Est-ce que Dominique, ça fait du sens selon toi? Est-ce que tu adhérerais à cette proposition? Tout à fait. Et Philippe qui représente le secteur privé, as-tu envie qu'on invite les gens qui font également de l'ananas ou de l'attiqué? Il paraît que l'attiqué burkinabé est mieux que l'attiqué ivoirien. Ah oui, effectivement, c'est meilleur. Ah. Ouais, ça s'est passé. Ok. Comme la Côte d'Ivoire. Allô? D'accord, Dominique, Philippe, donc, est-ce que dans le cadre pilote, vous considérez donc que la filière mangue, parce que suffisamment d'enjeux sont liés à cette filière? Si oui, est-ce que dans ce cadre, vous intégrez également ceux qui font du séchage? Parce que ça peut avoir des implications plus ou moins différentes. Quelle est ta compréhension du champ d'intervention, du cadre de dialogue dans le cadre de ce pilote-là? Philippe? Bon, je vais répondre un petit peu, mais notre président est en ligne. Il pourra compléter derrière moi. Oui, absolument, absolument. Je pense que le cas de la mangue n'est pas simplement de la mangue fraîche. Je pense que nous pouvons intégrer également la mangue séchée. Et pourquoi, selon toi? Parce que pourquoi est-ce qu'il y a un lien? Ben parce que tout est lié à la production et la problématique vient de la production et de l'attaque des mouches. OK. Si les transformateurs, ceux qui font du séchage de mangue ne gèrent pas bien leurs déchets, ça peut également impacter le niveau de ils ont des pertes de 50 à 60% lors des attaques. Donc, vous imaginez l'impact économique que ça joue sur eux. OK. C'est vrai qu'il n'y a pas de destruction en Europe, puisque c'est séché, mais l'impact économique au niveau de l'unité de transformation est énorme. Donc, ça fait du sens d'avoir, dans le cadre de cette activité pilote, les acteurs de la filière mangue comprenant les exportateurs, les producteurs, les sécheurs, et les pisteurs, etc. C'est bien ça, hein? Oui, M. Babacar. Je pense que tout le monde est concerné. Ah, merci. Et peut-être donc donner la parole également au Mali avant d'en venir à la RDC. Babacar, pour finir avec le Burkina Faso, sauf si le président veut dire quelque chose, je vois qu'Edi Cabré a la main levée aussi. Et puis, Lucien, j'ai oublié même le Tchala. Hein? Ah oui, et voilà, Tchala, oui, on viendrait sur la remarque de Tchala après, si tu veux. On pourra laisser parler Tchala parler après Eddy. Mais finissons peut-être avec Eddy qui a sans doute quelque chose à dire sur le Burkina. Et puis on passe à Tchala. Merci. Merci Nulsel. Bonjour Babacar. Bonjour Eddy. Effectivement, c'est ce que Philippe disait. Je voulais revenir. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs. C'est important que dans l'objectif de ce cadre de concertation, qu'on tienne compte pas seulement de la filière mangue fraîche ou mangue séchée, mais aussi de la mangue transformée de façon générale. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte de certains acteurs parce qu'ils ont les mêmes problématiques en amont, même si en aval, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Après, quand tu parles du cadre légal, je pense que c'est important, en fonction des politiques qui sont établies au niveau des pays, de définir le cadre légal, pour peu que ce soit d'une dénomination X ou Y, comité ou pas, il y a beaucoup d'implications et donc c'est important de réfléchir sur un cadre législatif qui permet des activités pérennes. Ah, merci Eddy, mais juste Eddy, ça permet de revenir un peu sur la présentation de ce qui passait à cet atelier. C'est vrai, il y a les représentants du secteur public et des filières ciblées côté pays, mais il y a également des consultants des ressources humaines qualifiés qui participent à cet atelier. Et ces personnes-là, c'est Eddy Cabré, hein, Eddy du Burkina, et Tchala du Togo. C'est ça, Tchala, hein? Et très bien, c'est pour trouver également le lien, pour la parade pour donner la transition pour donner la parole à Tchala.
Sauf si le président de l'interprofession mangue du Burkina voulait rajouter quelque chose. Monsieur Yaya Kone. Yaya, tu veux dire quelque chose avant qu'on donne la parole à Tchala? Non, visiblement non. Oui, Tchala. Oui, je crois que ces échanges sur effectivement les facteurs clés de succès sont très importants et cela pose aussi la prérogative du secrétariat qui est une unité fonctionnelle qui reste très fondamentale. Maintenant, il se pose aussi les questions de voir quelle peut être la composition, les attributions et le fonctionnement de cette unité qui doit être véritablement fonctionnelle. Donc, pour ne pas confondre avec peut-être un secrétariat bureautique, voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Disposer d'un secrétariat fonctionnel, opérationnel, c'est vrai que c'est un enjeu très, très important. Merci, Tchala, mais peut-être on continue le tour d'horizon. Demander au Mali. Mali, comment vous voyez le mandat du cadre de dialogue public-privé dans le cadre de cet exercice pilote? J'ai compris que c'était la filière mangue, mais même question, est-ce que c'est la mangue fraîche? Est-ce que l'activité de transformation est si développée pour que vous dites c'est quelque chose qui doit figurer très clairement, ou quelle est l'importance relative de la mangue fraîche par rapport aux autres? Comment vous voyez justement le champ d'application ou le champ d'intervention du cadre de dialogue au Mali? Pour notre compréhension, ça doit passer toute la filière parce qu'il y a beaucoup de mangues qui ne peuvent pas être exploitées sous forme fraîche, mais qui s'y prêtent pour la transformation. Par exemple, on a des cas où on envoie la purée de mangue en Turquie, par exemple. Il peut être en tout cas une opportunité qui va intéresser beaucoup plus d'acteurs qui sont dans la transformation. Sinon, très souvent dans la famille, on peut voir que un des maillons peut être plus actif ou plus profiter en tout cas des avantages de la filière que d'autres. Donc, il serait intéressant de s'intéresser à la transformation, de s'intéresser même aux transporteurs, la logistique, parce que c'est un maillon assez important, de veiller à la représentativité pour qu'on puisse atteindre l'équilibre que vous avez cité dans la représentativité. Maintenant, par ailleurs, moi, je dis que ce cadre-là est plus que nécessaire parce que si vous voyez que, en tout cas, les filières sont confrontées à des difficultés, c'est parce qu'il y a une insuffisance dans ce dialogue-là. Par exemple, le cas que nous avons connu ici, on a des difficultés pour acquérir, par exemple, des produits de traitement. S'il y avait un cadre de dialogue, on pouvait adresser, par exemple, les fournisseurs qui sont d'intrants, qui sont en collectif, s'organiser et discuter avec eux. Si on a un cadre de dialogue, on peut inviter par exemple le secteur financier à financer la campagne pour pouvoir vraiment faciliter la mobilisation des fonds, etc., etc. Mais tout cela ne sera pas possible tant qu'on n'a pas un cadre fonctionnel. Par exemple, il y a des systèmes de garantie pour avoir les crédits. Tout cela, on peut, voilà, on a un fonds pour le secteur privé. On peut, si on a un cadre permanent, aller en force, monter des dossiers, les défendre. C'est à travers ces genres de cadres qu'on peut vraiment adresser ces institutions et les forcer à nous répondre favorablement. C'est ce que j'allais dire, mais suite à la rupture d'électricité, on avait perdu la connexion. Donc, ces cadres-là, ça sera très sanitaire. Ça sera très sanitaire et ce que vous venez de présenter comme facteur de réussite, si on arrive vraiment à l'adapter au contexte, spécifiquement pour la banque et pour d'autres filières, ça peut être un exemple. Il y a l'expert qui est là, qui voulait intervenir aussi dans la langue. Voilà. Je vais lui passer la parole. Ok, merci. Je signale que Camara est de la Direction nationale de l'agriculture, qui est l'autorité compétente en charge des inspections pour tout ce qui est exportation, en ce compris la mangue. Merci Camara. Oui, donc, qui d'autre voulait intervenir? Camara a marché sur ma langue. C'est vraiment la bienvenue. C'est vraiment la bienvenue. Ça doit embrasser pratiquement la filière, tous les acteurs, tous les membres de la famille, membres, producteurs, transporteurs, transformateurs, exportateurs. Ok.
pour que chacun se retrouve là-dedans. Ah, merci Draman. Donc, ce que vous dites est très important, mais vous mettez en évidence deux points sur lesquels il importe de revenir. Le premier point est que vous confirmez vraiment toute la pertinence du développement du cadre de dialogue public-privé. Maintenant, le second point, c'est la représentativité. Maintenant, juste attirer l'attention, tu vois, c'est vrai, la représentativité, c'est important. Mais c'est important de voir également le niveau de représentativité des uns et des autres. Est-ce que réellement, en parlant de la problématique de l'exportation mangue, et si on veut adresser de manière urgente la levée de la sanction, est-ce que réellement, si on parle des acteurs qui font la transformation, la purée, est-ce que réellement ils vont se retrouver? Vous voyez? Même si on ne perd pas de vue cette volonté de développer la transformation, est-ce que par rapport aux enjeux aujourd'hui d'organisation pour pouvoir acquérir les pièges, comme vous l'avez dit, pouvoir financer la lutte, est-ce que réellement il y a des acteurs de la transformation aussi importants qui peuvent participer au dialogue? Vous voyez? C'est juste attirer l'attention sur le fait que qui trop embrasse également risque de mal être aidé. Moi, j'adhère véritablement à l'idée qu'il faut avoir une vision holistique, mais j'attire juste l'attention sur le fait que si on amène des gens qui sont dans la transformation, qui font de la purée ou qui visent le marché local, eux, si on le dit de traiter, peut-être qu'ils n'ont pas tout de suite le même intérêt immédiat par rapport à ce qui aujourd'hui envisagent d'exporter. Vous voyez, donc c'est juste attirer l'attention sur le fait que les parties doivent être invitées au regard des intérêts qu'elles ont par rapport aux enjeux du moment. Donc, c'est d'avoir une structuration claire, mais souple, pour éviter que certains pensent que quand ils viennent, ils perdent le temps. Ou quand ils viennent, justement, leurs intérêts ne sont pas suffisamment pris en charge parce que dilués par rapport à d'autres problèmes qui ne sont pas vraiment immédiatement urgents à prendre en charge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important, tu vois, par exemple, les transports. Il y a, tu vois, moi, je suis plus sensible à dire, si on veut prendre en charge la problématique de l'exportation des mangues, parce que là où il y a un problème urgent, c'est vrai, il peut être important d'inviter ceux qui font la petite transformation en nous disant peut-être que demain c'est l'avenir. Mais les transporteurs qui transportent quand on les subit, tu vois, les transporteurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient organisés suffisamment pour aujourd'hui qu'on perde du temps à essayer de les convier à la table. Moi, je dirais tout de suite, je pose le problème de l'exportation. Il y a un problème important, c'est l'absence de produits de traitement. Ces produits doivent absolument être disponibles. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des fonds. Les plus intéressés aujourd'hui, c'est ceux qui exportent. Au-delà de ceux qui exportent, c'est peut-être les pisteurs, parce que c'est un maillon, c'est une famille qui est représentée dans l'interprofession. C'est sans doute les producteurs, parce que le problème de la bouche de fruits à la base, c'est au niveau des champs. Mais vous voyez que si j'élargis au maximum, j'ai peur à un moment que dans la représentativité, qu'on ait un groupe trop nombreux. Et dès que l'effectif est important, les problèmes de quorum vont se poser. Vous voyez? Parce qu'il va falloir décider des modalités de prise de décision. Si on invite à la table des gens qui n'ont pas un intérêt immédiat et qui ne viennent pas, dans certaines situations, on peut se retrouver avec des défauts de fonctionnalité parce qu'on n'a pas les quorums requis pour prendre légitimement des décisions. Donc, vous voyez, les amis du Mali, je ne suis pas en train de dire que ce que vous dites, tu vois, n'est peut-être pas une solution tout de suite, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas trop diluer au risque de diluer les intérêts et de ne pas pouvoir prendre en charge les problématiques du moment qui peuvent être d'une acuité importante. Voilà un peu ce que je voulais rajouter. Et Babacar, est-ce que c'est correct aussi de dire que la situation actuelle du Mali et du Burkina n'est pas totalement la même et que donc le champ d'application de ce dialogue public-privé est quand même peut-être un peu différent. Et ce qui peut paraître semblable ne l'est pas tout à fait et que donc les participants d'un dialogue public-privé peuvent être différents selon vraiment les spécificités d'un pays. Donc malheureusement, le Mali fait face à une
une crise vraiment qu'il s'agit de résoudre rapidement. Le Mali doit améliorer les conditions d'exportation et d'application de l'approche système pour éviter d'avoir des interceptions. Le degré d'intervention et de problématique est un peu différent pour moi, en tout cas, comme je le vois. Tu as totalement raison, Nucel. Et les deux exemples, quoi, Mali et Burkina, sont des exemples qui illustrent l'approche que le COLID privilégie. C'est le niveau de maturité et le contexte de chaque pays. C'est vrai, un dénominateur commun que j'appelais identité remarquable, c'est deux pays qui envisagent de rester sur le marché de l'Union européenne à travers les mangues fraîches. Mais comme tu l'as si bien dit, la situation du Mali n'est pas exactement celle du Burkina. D'abord, au Burkina, quand on regarde la structuration de la filière, mais si je me trompe, les spécialistes de la filière mangue Burkina peuvent le dire, le secteur du séchage est très développé. D'ailleurs, il y a pas mal d'exportateurs de mangue fraîche qui font du séchage. Et c'est une filière importante qui peut participer, peut-être d'une manière ou d'une autre, à la prise en charge pour anticiper justement les problématiques de mouches des fruits. Mais dans le cadre du Mali, si on compare, on a déjà un ban. Et dans les défis importants, c'est le financement. D'abord, le secteur de la transformation n'est pas déjà développé pour pouvoir contribuer de manière significative. Ça veut dire, ne serait-ce que ça, dans la représentativité des acteurs, au Mali, je mettrai l'accent sur les exportateurs, les producteurs. Lesquels producteurs produisent pour le marché local, pour le marché régional, mais également approvisionnent l'exportation. Ça veut dire qu'il y a un gros effort de sensibilisation de ces producteurs qui peuvent penser que l'exportation, ce n'est pas leur marché privilégié. Ils peuvent ne pas avoir l'intérêt tout de suite de participer justement à la prise en charge des prix, des coûts. Donc, on voit facilement tout de suite qu'il y a des différences qui font que dans la définition du champ d'intervention, on peut avoir des variantes entre les enjeux du Mali et ceux du Burkina Faso. Je ne sais pas si le Burkina ou le Mali, quelqu'un a envie de réagir. Mais il y avait une main levée de HP, mais je ne sais pas si c'était le HP de M. Alidou. Oui, c'était l'OPV qui voulait réagir. Justement, c'était M. Malé de l'OPV. Oui, Malé. Justement, c'était pour un peu appuyer Babacar par rapport au champ d'action. Je pense qu'au Mali, les différents acteurs sont tous concernés. Cela va dépendre non seulement du mandat, parce que en réalité, les transformatrices et les transformateurs de mangue sont aussi concernés par les questions de mouches de fruits. Les mangues qui ne sont pas exportées, nous les voyons exposés souvent qui peuvent contribuer à infester nos vergers. Donc moi, je pense que ça va dépendre du mandat et nous allons définir pour pouvoir en tout cas choisir ce champ d'action-là, pour pouvoir choisir les acteurs concernés. Donc c'est important que tous les maillons de la filière puissent intervenir, puissent être en tout cas dans le cadre. C'est important et ça va dépendre aussi du sujet à discuter. Tout à fait. Donc, souvent, il peut y avoir des sujets qui peuvent même dépasser la filière totalement et qui peut être même d'ordre national. Donc, aussi, il y a un cadre élargi. Là aussi, ça peut prendre cela en compte parce qu'il ne faut pas perdre de vue de ce côté aussi. Il peut y avoir des sujets spécifiques qui peuvent concerner d'autres filières. Donc, aussi, et ils ne sont pas là, comme vous l'avez dit, c'est question d'intérêt. S'ils ne sont pas là, ils peuvent ne pas être intéressés, mais ça peut vraiment faillir le système, quoi. Moi, c'est juste vous attirer l'attention qu'on peut élargir ce cadre-là et suivant l'intérêt du sujet. Voilà, merci. Merci, Malé. Mais vous voyez qu'il n'y a pas un choix unique, hein, ou universel. Oui, c'est pas unique. C'est pas unique. Le mandat peut être, tu vois, le mandat, il peut être plus ou moins large. Oui. Mais la représentativité peut être dictée par le plan de travail, les actions qu'on va mettre en œuvre. Comme tu dis, c'est vrai que si on parle de traitement des vergers, peut-être que c'est un problème national. Peut-être qu'on part vers des décisions qui devront s'imposer à tous ceux qui font la mangue, indifféremment de la destination de ta production. Vous voyez donc que tout ça est lié.
mais juste attirer l'attention sur le besoin d'être pragmatique, quoi, et d'éviter d'être dilué dans des échanges où les gens ne retrouvent pas du tout un intérêt à participer aux travaux. Merci, je pense qu'on peut aussi passer la parole maintenant à la RDC. RDC, comment vous voyez le champ d'intervention du cadre de dialogue privé dans le cadre justement de ce pilote-là? RDC, Samuel ou quelqu'un d'autre? RDC? Samuel est encore là. Est-ce qu'il y a d'autres collègues ou compatriotes qui veulent intervenir pour le compte de la RDC? Je ne vois pas de main levée, Samuel, donc... Oui, Samuel. Samuel, on voit que tu veux promouvoir le dialogue et tu veux que les autres se prononcent. Tu as tout à fait raison, c'est déjà une mise en situation. Mais puisqu'on n'a pas encore quelqu'un, peut-être que quand tu démarreras, ça va donner des idées, d'autres vont consolider. Oui, Samuel. Oui, c'est un peu comme je le disais avant. Ici, le cadre n'est pas encore vraiment institué au sens que vous avez essayé de développer là. Initiative, par exemple, au sein de notre agence, nous sommes l'agence de promotion des exportations. Il y a des initiatives qui donnent le contour à ce cadre-là, mais ça n'a pas la même profondeur. C'est pourquoi j'estime que ce serait vraiment important d'obtenir votre accompagnement, surtout pour les filières que nous considérons comme étant des filières de diversification, qui sont peu développées chez nous jusque-là, mais qui ont grand potentiel, les filières des fruits et légumes, et notamment, enfin, on peut même aller à celles liées aux épices et consorts. Et donc, le grand défi serait effectivement de mettre d'abord sur la table les acteurs majeurs ou essentiels, aussi bien du secteur public que du côté du secteur privé. D'un autre côté, c'est un cadre de travail qui soit permanent et qui soit doté certainement d'un plan d'action, mais plan d'action pour être vraiment opérationnalisé, il lui faudra quelque peu de ressources, aussi bien des ressources humaines pour davantage apporter de la matière, de la formation, du renforcement de capacité, mais aussi quelques ressources financières pour effectivement concrétiser un certain nombre d'activités. Bon, maintenant, les expériences des autres pays aussi, moi, je crois que ça va être intéressant d'en profiter, d'autant plus que, en tout cas, c'est une idée que je partage. Les filières que nous voulons développer, nous, avec intensité, les sont déjà dans d'autres pays, et donc pour aller plus vite, les expériences des autres pourraient nous être importantes. Et je ne sais pas s'il y aura, parce que j'ai vu que vous avez ciblé un certain nombre de pays, y compris les RDC, le Mali, le Burkina Faso, si ce qui sera installé au niveau national de chaque pays pourront aussi permettre une collaboration, un transfert d'informations, de connaissances interpays, en tout cas pour les pays concernés. Moi, j'estime que ce serait une approche assez intéressante aussi. Merci Samuel. Ce que vous dites fait bien du sens et correspond justement à la vision du COLID. Le COLID, comme vous le savez, organise de manière régulière des activités collectives, ce qu'on appelle des activités collectives. Et effectivement, ce qui est recherché, c'est des échanges d'expériences. Ce qui est recherché, c'est des échanges de connaissances, de mise en relation en termes de consolidation des bonnes pratiques. Effectivement, c'est quelque chose qui rentre vraiment en ligne de mire dans la vision et les activités du COLID. C'est de promouvoir les échanges entre pays pour davantage promouvoir les bonnes pratiques. Mais je ne sais pas si donc on voit les questions que tu poses, c'est vrai. Est-ce que c'est une orientation qui vise à renforcer un cadre pour la promotion de nouvelles filières ou autres?
Je retiens que c'est quelque chose qui doit être mûri et que vous dites, je ne suis pas tout seul à avoir toutes les réponses. Il faudrait absolument que la réflexion soit poursuivie pour être au clair sur le mandat. C'est bien ça, Sabien, non? Exact. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre ou du COLID, hein, parce que qui va apporter des éclairages, mais c'est vrai que c'est important à un moment que le mandat soit clair pour que l'expérience pilote soit consolidante et donne des résultats qui puissent servir de base à l'amplification au niveau national. S'il n'y a pas de précision, je pense que nous comprenons bien la situation. Ça renforce l'idée que le COLID considère chaque pays dans ses spécificités en apportant un éclairage concret sur les facteurs clés de succès, en évaluant chaque pays par rapport au niveau de maturité pour adresser un plan d'action qui correspond aux besoins réels du pays. Mais de manière générale, l'objectif du COLID, c'est d'accompagner les différents pays à passer du niveau émergent. Parce que c'est vrai, les pays qui ont été ici invités, c'est parce qu'on ne peut pas dire que rien n'existe. On ne part pas de zéro. Dans la totalité des pays, il y a des échanges ponctuels, sans cadre structuré. Ce que vise le COLID, c'est d'apporter un appui ou de susciter justement la compréhension de l'approche pour favoriser des dynamiques qui visent à amener les différents pays du niveau 1 au niveau 2, voire plus. Mais chaque pays ira à son rythme. Ça dépendra de l'engagement des pays. J'ai l'habitude de dire que nous sommes responsables de la méthode, mais nous ne sommes pas responsables du résultat. Ça veut dire que le niveau de maturation va dépendre du niveau d'engagement des acteurs de chaque pays au regard véritablement de l'importance et de l'investissement qu'ils vont accorder à la structuration du cadre de dialogue public-privé. Et l'approche COLID, donc, qui considère les facteurs de succès et le niveau de maturité, part d'un diagnostic. La première activité à réaliser, c'est une activité de diagnostic. Et ce diagnostic part d'un principe fondamental qui consiste à dire qu'il ne s'agit pas d'auditer le dialogue public-privé et de dire c'est le privé qui ne travaille pas bien ou que c'est le public qui ne s'entend pas bien pour venir nous parler. C'est plutôt d'avoir une approche participative de co-construction d'une vision pour renforcer un cadre de dialogue public-privé qui est déterminant pour l'amélioration du système national de contrôle. Je pense que ce principe, il est important. Il importe que les parties intéressées sachent qu'il ne s'agit pas d'auditer ou de situer des responsabilités. Mais il s'agit de faire un diagnostic participatif parce que tout le monde s'entend au moins sur une chose, à savoir que l'absence de cadre formel d'échange entraîne une fragilisation du système espèce. Tout le monde au moins comprend que l'absence de structuration du dialogue public-privé peut amener des dispositions ou des prises de décision inadaptées aux réalités du terrain. Tout le monde s'entend au moins à dire que le manque de considération entraîne souvent des actions pas totalement impactantes et des risques de gaspillage de ressources, perte de compétitivité, difficultés, et justement l'absence d'un diagnostic clair se traduit toujours par une situation où les pays sont dans la réaction. Mode pompier. D'ailleurs, le COLID dit cette conclusion. Dans beaucoup de pays, l'amplification du dialogue public-privé a agi sur le mode pompier. Et je pense que nos amis du Mali qui ont bien voulu de manière pragmatique partager leur expérience le disent. Maintenant qu'il y a ce ban, il y a un renforcement du dialogue. Mais l'enjeu, c'est d'anticiper maintenant justement sur ces bans, c'est d'anticiper sur les crises. Et ça passe forcément par une évaluation objective de la situation pour définir un plan de travail qui soit consolidant. C'est ainsi que dans l'approche COLID, une grille d'évaluation a été développée. Et pourquoi une grille d'évaluation? C'est pour qu'on ait une vision commune et objective de la situation actuelle. Pourquoi une grille d'évaluation?
c'est pour pouvoir, au regard des facteurs déterminants pour avoir un dialogue public-privé efficace, arriver à identifier les acquis à consolider, mais également les blocages à lever. C'est en somme pouvoir connaître les forces et lacunes du cadre de dialogue, mais c'est pour pouvoir également prioriser les actions à mettre en œuvre. Si je reviens dans la problématique mouche des fruits, si on ne priorise pas les problématiques, alors qu'on sait que justement, il y a des déterminants dans la mise en œuvre de l'approche système, vous voyez qu'on peut se réunir plusieurs fois, mais ne pas adresser de manière pertinente les déterminants qui nous permettront de favoriser l'application de l'approche système, qui est l'exigence qu'on a pour réduire les risques d'interception dus aux mouches des fruits. Donc, quand on a fait une bonne évaluation, on a bien identifié les forces et lacunes, on peut maintenant prioriser au regard de ces résultats un plan de travail. Et en ce qui concerne le colis, ça permet un meilleur ciblage des appuis techniques éventuels à apporter au cadre de dialogue public-privé. J'ai l'habitude de dire, si on a mal à la tête, et alors qu'on soigne le pied, on risque à un moment d'avoir des problèmes et à la tête et au pied. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. J'ai un petit frère, quand on était encore jeune, qui avait mal à la dent, mais qui avait vraiment peur d'aller chez le dentiste. Et quand mon papa a fait l'effort de l'amener chez le dentiste, quand il est arrivé, il dit qu'il a mal à l'oreille. Et il a caché qu'il avait des problèmes à la dent. Mais maintenant, quand on en discute, j'ai dit, mais gars, finalement, tu as des problèmes parce que l'oreille où il n'y avait rien, on te donnait des gouttes et finalement, tu as des problèmes à l'oreille et peut-être que la dent, le problème de la dent s'est aggravé. Tout ça pour dire que si on ne priorise pas, si on ne fait pas un diagnostic, le traitement peut passer à côté. Et la grille d'évaluation proposée par le COLID permet une analyse systématique des déterminants pour un partage justement d'une même vision et la définition d'un plan de travail concerté. Et ce cadre de dialogue que nous allons utiliser dans le cadre des activités qui vont suivre cette rencontre renvoie à un cadre multidimensionnel. J'avais dit que le COLID évalue chaque pays en ce qui concerne son contexte en tenant compte de son contexte. Le cadre que nous utilisons donc permet d'évaluer la maturité du dialogue public-privé. Et ce cadre repose sur 4 piliers interactifs. Ceux qui connaissent l'outil ERSAT, qui utilisent le COLID pour évaluer les systèmes nationaux de contrôle, vont très bien s'y retrouver. C'est la même approche. Un processus, pour qu'il soit maîtrisé, dépend forcément de 4 piliers. Et ce sont ces 4 piliers également qui vont structurer l'outil diagnostic qui va être utilisé dans les différents pays. Le premier pays renvoie à l'évaluation du système de gouvernance. Nous avions souligné tantôt la problématique du mandat officiel et de la reconnaissance qui renvoie à la définition du champ d'intervention du cadre de dialogue. Mais je m'empresse de dire qu'on ne va pas attendre forcément une note du ministre pour travailler sur le dialogue public-privé. On doit déjà structurer justement le mandat et peut-être dans le niveau de maturation, à un moment chercher une reconnaissance au plus haut niveau pour asseoir la légitimité du cadre de dialogue public-privé. Donc, dans l'outil que nous allons utiliser, donc, il y a des points de contrôle qui renvoient à l'évaluation du mandat officiel et de la reconnaissance. Dans la gouvernance, il y a également une question centrale, c'est le financement. La pérennité. Je pense que c'est Samuel ou quelqu'un d'autre qui le parlait, c'est le besoin à un moment de ressources, ou Tchala. C'est le besoin à un moment de ressources qui permettent de mettre en œuvre un plan de travail. Un cadre de dialogue public-privé, c'est pour adresser des problématiques. C'est pour avoir un plan de travail. Un plan de travail nécessite des ressources qui peuvent être d'ordre financier, qui peuvent être d'ordre humain, etc., etc. Donc, ce pilier-là, lors des activités d'évaluation qui vont être menées dans les pays, sera pris en compte. Il s'agira de passer en revue le mandat, il s'agira de passer en revue le système de financement pour la prise en charge effective des activités. Le deuxième pilier qui sera passé en revue, c'est les processus opérationnels.
Dans les facteurs clés, il avait été souligné l'importance d'avoir un plan de travail conjoint qui puisse donner des actions concrètes. Eh bien, chaque pays sera évolué en ce qui concerne le dialogue public-privé au plan ou en ce qui concerne les activités opérationnelles par rapport à l'existence ou non ou aux capacités à produire un plan de travail conjoint qui prend en charge les problématiques les plus importantes du moment. Si je prends l'exemple aujourd'hui de la filière mangue, la problématique importante, c'est la mouche de fruits. Mais peut-être demain, ça va être autre chose. La filière peut être confrontée à un problème de logistique parce qu'on n'a plus accès au port d'un pays ou d'un autre et qu'il va falloir trouver des solutions. Ça veut dire que le plan de travail conjoint doit traduire une prise en charge des problématiques les plus significatives, les plus impactantes pour les parties intéressées. Donc, il va être évalué les modalités d'élaboration des plans de travail, les modalités de priorisation des problématiques. Il va être évalué également les mécanismes de consultation et de suivi des décisions. C'est une chose que d'avoir un plan de travail, mais c'est autre chose que de pouvoir en assurer le suivi et la mise en œuvre pour avoir des résultats escomptés. Le troisième pilier de l'outil qui va être utilisé porte sur l'évaluation des capacités opérationnelles. Pour rappel, dans les facteurs clés, il avait été souligné la nécessité d'avoir un secrétariat ou une unité fonctionnelle. Et bien là, il s'agira d'évaluer les disponibilités en termes de secrétariat, en termes de leadership, en termes de ressources humaines, à même d'assurer le suivi, d'assurer justement la diffusion, la consolidation des résultats du cadre de dialogue public-privé. Et le quatrième pilier portera sur l'évaluation des dispositions à mettre en place pour assurer la transparence et renforcer la confiance des différentes parties intéressées, mais également pour assurer une meilleure visibilité des résultats concrets. C'est quand il y a des résultats concrets que ça peut encourager les acteurs à investir davantage de leur temps dans la consolidation du cadre de dialogue public-privé. Et bien, notamment les consultants qui connaissent les 4 dimensions du RSAT, qui est l'outil consacré à l'évaluation des systèmes public-privé, vont se retrouver, je pense, très facilement dans l'outil qui va être utilisé pour accompagner les 3 pays pilotes dans cet exercice de renforcement du cadre de dialogue public-privé. Y a-t-il des questions? Et évidemment, l'outil développe davantage les points de contrôle en lien avec ces différentes problématiques et la mise en œuvre nous donnera l'occasion d'y revenir beaucoup plus amplement. Y a-t-il des questions, des commentaires, Lucelle, des bras levés? Des questions? Et visiblement, s'il n'y en a pas, je vais poursuivre. Il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question, une intervention. Mais sinon, dans le chat, il n'y a pas et je ne vois pas de main levée, Babagar. Ah, très bien. Donc, dans la mise en œuvre de l'activité, on reviendra de manière plus détaillée. C'est dire que la méthodologie utilisée à travers l'utilisation de cet outil, c'est une approche participative. Cette approche permet d'abord de faire un diagnostic partagé, ensuite de convenir d'un plan d'action prioritaire. Autrement, c'est une démarche qui vise à mobiliser les différents acteurs concernés. Quand on a une bonne représentativité, parce que c'est un facteur clé, on va discuter de chaque pilier, les 4 piliers, gouvernance, processus opérationnel, compétences qui renvoient aux ressources, aux mécanismes de communication. Et donc, chaque pilier va être analysé à travers la grille. Nous avions parlé des niveaux de maturité qui partaient de l'inexistence, un point où il n'y a rien qui existe. Au niveau le plus mature, institutionnalisation et système de financement pérenne. Donc, sur chaque point, les participants vont s'entendre sur une notation consensuelle. Ça favorise justement un consensus dans l'identification des forces et des faiblesses. Quand nous sommes bien entendus sur les forces et faiblesses, et quand on s'est bien entendu avant sur le champ d'intervention, vous en conviendrez,
ça nous permet d'identifier des actions prioritaires pour la structuration du cadre de dialogue public-privé. Donc, cette démarche, je pense, méthodologique, elle est importante. Il faut garantir une représentativité pour que la démarche soit réellement participative. Il faut passer en revue les 4 piliers qui conditionnent la performance du cadre de dialogue public-privé. Il faut qu'on s'entende de manière consensuelle sur les forces et faiblesses en ce qui concerne chaque point de contrôle en lien avec chaque pilier. Quand on a un consensus sur la situation de base, on peut plus facilement s'entendre sur les priorités d'action pour améliorer la situation actuelle. En somme, au départ de cet atelier, il s'agira d'organiser un atelier national d'évaluation dans chaque pays pour utiliser la grille. Vous y retrouvez. La démarche peut se résumer en 3 étapes. La première étape renvoie à l'atelier que nous sommes en train d'organiser. Cet atelier vise à avoir une bonne compréhension des enjeux du pilote, à favoriser déjà des échanges entre pays, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais l'étape importante qui devra suivre, c'est l'organisation d'un atelier national. À cet atelier, il s'agira d'appliquer la grille détaillée que le COLIT a développée en vue de faire un diagnostic partagé. Ça veut dire qu'à cet atelier devront être conviés et de manière équilibrée les acteurs nationaux, publics et privés représentatifs du champ d'intervention que vous aurez à formaliser au départ de cet atelier. Cet atelier permettra donc de faire le diagnostic et d'élaborer une feuille de route opérationnelle pour le renforcement du cadre de dialogue public-privé qui passe forcément par un engagement des différentes parties prenantes au regard de l'intérêt suscité par rapport aux enjeux à adresser. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Voit-on déjà où est-ce qu'on va? Pas de commentaires, mais s'il y a des questions, je ne sais pas. Si certains veulent prendre la parole, sinon je pense que tu peux avancer, Babacar. Merci. C'est dire que nous devons avancer maintenant vers la préparation des ateliers nationaux. Le premier enjeu va être de garantir la représentativité et la légitimité par rapport au champ d'intervention ou au mandat que vous assignez au cadre de dialogue public-privé pilote sur lequel nous travaillons. Donc, vous devrez définir... Babacar, une main levée de M. Camara de la DNA du Mali. Ok. M. Camara? Moi, je me pose une question. Parce que c'est les diagnostics qui doivent être faits et en fonction du résultat obtenu qu'on procède à l'atelier ou bien c'est l'atelier d'abord? L'atelier reprend, le diagnostic va être fait lors de l'atelier. C'est l'atelier qui permettra d'appliquer la grille développée par le COLIT. Et peut-être Nucel peut le confirmer, et je pense que le COLIT pourrait mettre à disposition même un facilitateur qui a l'expérience de l'utilisation de cette approche à 4 dimensions. Est-ce que Nucel, tu confirmes? Donc, c'est pendant cet atelier. C'est l'idée aussi d'avoir invité aujourd'hui Eddy et Tchala qui connaissent, donc comme Babacar l'expliquait tout à l'heure, cette grille, elle est basée sur la méthodologie du RSAT. Monsieur Camara, c'est ce qu'on a utilisé quand on était au Mali avec Babacar et Victor en début du mois de septembre. Donc, c'est les 4 dimensions qu'on applique à ce dialogue public-privé. Donc, aujourd'hui, on a invité Monsieur Eddy Cabré du Burkina Faso et Monsieur Tchala du Togo parce qu'ils ont déjà cette expérience, ils ont l'expérience de travailler avec le secteur public et donc ça pourrait être les intervenants au cours de ces ateliers. Voilà. C'est bien compris. Merci. Et il y avait une remarque de Eddy Cabré. Les participants pourraient être la base du cadre de concertation qui peut être élargi aux besoins. Tout à fait.
Tout à fait, parce que quand on parle d'un atelier, on a forcément la contrainte de ne pas pouvoir inviter tout le monde. Mais on a également cet enjeu de représentativité. Vous voyez, plus on est nombreux, moins on peut être productif. Mais si on n'est pas représentatif, on peut passer à côté d'enjeux importants. Vous voyez, donc c'est vraiment l'équation à résoudre. Un atelier, c'est forcément limitatif en termes de nombre de participants. Sinon, ça, c'est la foire. Mais la représentativité également doit être garantie. C'est tout l'intérêt, justement, des travaux préparatoires qui seront attendus des pays participants. C'est tout l'intérêt des activités qui devront être menées par ce que vous représentez ici. Parce qu'il va falloir réfléchir justement aux problématiques à prendre en charge en priorité. Nous sommes d'accord, si on évite la masse, on dit réfléchissons comme ça sans s'organiser au départ, vous voyez que la masse ne réfléchit pas. La masse, souvent, vous voyez, plus on est nombreux, moins on a des intérêts communs. Plus il y a des risques que les gens ne partagent pas les mêmes priorités. Donc, il s'agira de réfléchir comme on l'a fait. Le Burkina voudrait travailler sur la mangue parce que c'est un exemple concret, structurant, et les résultats peuvent servir à instaurer une dynamique de renforcement du dialogue public-privé, même peut-être dans d'autres filières. Je pense que le choix est clair. De la même manière, le Mali également, et je pense que vous avez été choisi non pas par hasard, c'est parce que le COLI, dans ses appuis globaux, voit qu'il y a un intérêt, il y a un terrain fertile, il y a une motivation à aller de l'avant. Donc le Mali semble avoir identifié également la problématique mouche des fruits. C'était quelque chose d'important. Maintenant, il s'agira de mobiliser les participants clés pendant l'atelier. Il faut les identifier, il faut pouvoir les inviter pour qu'on ne rate pas l'occasion de les associer aux travaux de diagnostic. Collecte documentaire, souvent ça peut être important parce que dans certains pays, il y a peut-être eu des initiatives de mise en place de task force ou d'autres entités. La collecte documentaire, c'est juste de savoir, par exemple, s'il y a un texte qui organise le dialogue public-privé. Dans certains pays, il y a peut-être même des textes qui instituent les chaînes de valeur ou l'obligation d'avoir des tables filières. Je connais un pays où il y a un texte qui dit que chaque filière doit avoir une table. Il l'appelle table filière, où doivent être représentés les acteurs privés et les autorités compétentes. Vous voyez? Donc, à cette étape, c'est de savoir s'il y a des textes qui organisent déjà le dialogue public-privé. Si c'est le cas, c'est important, pendant l'atelier, que ces textes-là soient partagés, qu'on les prenne en compte dans l'évaluation de la gouvernance qui renvoie à l'existence d'un cadre législatif réglementaire qui reconnaît au niveau officiel l'importance du cadre. Mais point important, c'est un coordonnateur national. Je pense que Nucel pourra y revenir. Si on doit organiser ces ateliers, ici, il y a le privé et le public qui est représenté, mais le COLID a besoin de quelqu'un qui focalise les activités. Ne serait-ce que pour envoyer une liste de présence des participants, la liste des invités. Je prends l'exemple du Mali, il y a DNA, il y a OPV, il y a le secteur privé, qui sera en charge d'être l'interlocuteur, le coordonnateur. Ça ne veut pas dire, même j'ai mis point focal national, mais il faut pas, c'est un terme qui peut être galvaudé. C'est juste un coordonnateur en termes d'identification de la liste, en termes de partage de l'information, en termes de facilitation des invitations, de la logistique, etc. Et ça, c'est important. Peut-être que redonner la parole à Nucel pour voir quelle est l'importance, justement, qu'est-ce qu'on attend des pays pour pouvoir s'acheminer vers l'organisation des ateliers, en lien avec ce qui est présenté ici. Nucel. Oui, merci Babacar. Donc, effectivement, ce sont essentiellement l'identification et la mobilisation des participants. Il me semble que les problématiques, en tout cas pour le Mali et le Burkina, sont déjà
identifié. Peut-être que pour la RDC, ça demande peut-être d'être un peu plus affiné pour identifier ça. Ensuite, la mobilisation des participants, c'est l'identification de ces participants. Et comme tu le disais, Babacar, on cherche pas à avoir non plus un groupe de 150 personnes. Si on veut être efficace, il faut bien cibler et se limiter. En général, on dit une trentaine de participants, non, Babacar? C'est à peu près ça maximum. Tout à fait. Il y aura ensuite effectivement une collecte d'éléments préparatoires qui seront faits et l'identification d'un point focal. Et sur base de ça, nous, on pourra enclencher la mise sous contrat d'un expert qui pourra aussi participer et appuyer et vous appuyer dans les étapes suivantes, en fait. Mais effectivement, ça, ce sont pour moi ce dont tu parles. Les 4 points qui sont pris ici sont peut-être ce qu'on peut appeler les prérequis avant pour nous permettre de nous confirmer qu'on ne s'est pas trompé dans le choix des pays et qu'on peut bien avancer avec ces 3 pays sur cette phase pilote, en fait. Tout à fait, Noussel. Burkina, Mali, RDC, est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est insurmontable? Ou est-ce qu'il y a des difficultés que vous entrevoyez à réaliser ces prérequis, comme les appelle Noussel? Burkina. Ordre alphabétique, Burkina. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que vous voyez des difficultés particulières à remplir ces prérequis? Oui ou non, hein, comme ça, hein, ou si vous voyez, ou commentaire. Peut-être voir un peu dans quel délai vous pensez qu'on pourrait avoir cette confirmation. Allô, Babacar? Oui, Dominique? Oui. Non, je pense que le Burkina saura s'organiser, il n'y aura pas de difficultés particulières. Ok. Mais c'est comme Madame Nielsen l'a dit tout de suite, c'est les délais, les timings. Est-ce qu'il y a une planification dans ce sens? Michel, est-ce qu'il y a un planning rigoureux pour chaque pays ou bien est-ce que ça peut être discuté ultérieurement avec l'équipe du Colite? Ça peut être discuté avec chaque équipe. Je sais que pour le Mali et le Burkina Faso, je suis moins au courant, mais pour le Mali et le Burkina Faso, on a aussi cette campagne qui arrive et qui risque un peu de perturber les choses, mais on peut en rediscuter équipe par équipe, en fait, pays par pays. Tout à fait. Alors, parce que si je pose la question, vous venez tantôt de parler de la campagne, effectivement. Notre campagne, la campagne politique est lancée le 21 février. Bien vrai que pour le moment, on n'a pas encore commencé les exportations vers l'Union européenne, mais au plus tard, en tout cas mi-mars, on va lancer les exportations vers l'Union européenne. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte pour le planning. Tout à fait, tout à fait. Et juste peut-être une info importante. Un tel atelier durera maximum 3 jours. L'agenda peut être affiné selon le niveau de maturité, selon ce qu'on sait, mais je pense que c'est important. Ça n'enlève à rien l'importance de ce que tu dis, Dominique, mais c'est juste une information importante. Cet atelier à calibrer, c'est un maximum de 3 jours pour arriver à faire un diagnostic et s'entendre sur un plan d'action. Mais comme dit Nussel, le calendrier précis peut être ajusté en fonction des pays. Mali, merci Dominique. Mali, est-ce que vous voyez des problèmes particuliers, des enjeux, des besoins de clarification pour remplir les prérequis? Oui, moi, j'avais quelques soucis par rapport à l'organisation de ces ateliers. C'est par rapport à la prise en charge de ces ateliers. Parce que vous savez que vraiment nos pays, bon, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Et s'il y avait quand même un soutien quand même qui était là pour pouvoir bien organiser ces ateliers-là. Parce que ça peut être vraiment un handicap, en tout cas à notre niveau, pour pouvoir tenir ces ateliers. Parce que ça va demander non seulement des frais, mais aussi des ressources humaines aussi à mobiliser. Donc, je ne sais pas s'il y a un appui particulier par rapport à la prise en charge de ces activités-là. Ça, c'est en tout cas l'un de nos soucis majeurs
au niveau du Mali pour pouvoir en tout cas mettre en place ce cadre. Merci. Merci, Merci, Monsieur Malé. Mallet. Oui, monsieur. C'est une question importante et dans cette phase pilote, le COLID pourra prendre en charge non seulement l'appui d'un expert et d'un animateur pour vous guider dans le processus, mais on pourra aussi prendre en charge l'organisation logistique de la salle sur la durée de l'atelier. Pour la prise en charge des ressources humaines, vous savez que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, mais en tout cas, on assurera la logistique. Voilà. Merci, Malé. Est-ce que, ceci étant dit, on pense qu'on pourra réellement remplir les prérequis? Ou est-ce qu'il y a Oui, d'autres c'est pays? clair, c'est clair maintenant. C'est clair, on peut tenir. Peut-être qu'il faut se Ok. fixer un agenda, un calendrier par Ok. rapport à ces activités-là. Merci. Merci, Malé. RDC? Ok, merci. RDC? Oui, merci bien, Monsieur Babacar Sam. Je crois que pour ce qui nous concerne, un peu comme ce que comme vous l'avez dit, on a peut-être besoin d'attention plus particulière, comme ce n'est pas aussi organisé avec la profondeur que vous indiquez là. Euh, je, je souhaiterais que nous puissions peut-être obtenir de votre part l'encadrement nécessaire pour que nous puissions mobiliser les acteurs et on commencer les préparatifs de cet atelier-là. Ça va demander un peu de temps pour vraiment avoir sur la table les acteurs pertinents. Parce que, comme je disais, le cadre de concertation que nous avons au sein de notre agence, le cadre de dialogue privé, a soulevé d'autres problématiques. Mais comme ce cadre-ci va être très, très spécifique, notamment sur les questions sanitaires, phytosanitaires, il me faut mobiliser les organisations qui nous sont d'ailleurs partenaires, mais qui sont liées à ces thématiques-là. Bon, je crois que on a besoin de votre accompagnement. Veuillons voir peut-être comment parce qu'il y aura une mission ici en RDC d'ici la fin, je pense la fin du mois prochain, mois de mars. Oui. Et ça va peut-être nous permettre dans l'entretemps de voir clair comment est-ce qu'on peut asseoir les choses avec les acteurs au niveau national. Oui. Merci, Samuel. Colline? Oui, bonjour Saleh, c'est Margot. Au niveau de besoins d'accompagnement, c'est sur l'identification des parties prenantes pertinentes. C'est bien ça? Parce que, oui. Donc, parce que dans ce cas-là, effectivement, on peut accompagner dans un monde idéal, il faudrait effectivement les autorités compétentes en charge des aspects SPS. C'est pour ça aussi que la DNPV était invitée, mais voilà, ils n'ont pas pu participer. Donc, on pourra faire une réunion conjointe pour s'assurer qu'on ait les bonnes parties prenantes, tant du côté public. Et alors, on sait effectivement, l'ANAPEX dépend plus de tout ce qui est commerce et la DNPV dépend plus de tout ce qui est SPS et production, et ainsi que les parties prenantes privées, une fois qu'on aura vraiment fini le scope. Mais on pourra effectivement en discuter probablement lors de la mission. Ce sera un bon point pour faire des réunions probablement préparatoires avec quelques acteurs clés de cet atelier, quoi. Si ça répond à votre question, Samuel. Oui, je crois que ça répond à ma question, oui. Ok, très bien, Samuel. Donc, Margot dit que c'est vrai, un appui pourra être apporté pour la priorisation et
garantir la représentativité. Et si ça répond à ta question, c'est très bien. Et s'il n'y a pas d'autres commentaires, c'est peut-être de revenir sur le profil des participants et nous en convenons. Ça va être fortement influencé par les problématiques ou le champ d'intervention. Mais il importe qu'on ait les autorités compétentes, l'administration au titre du secteur public. En général, les autorités en charge des contrôles, le NPV ou l'autorité sanitaire, si ça existe. Les problématiques de commerce, selon l'importance de l'intervention du ministère du Commerce dans la régulation. Le ministère de l'Industrie, dans certains pays, l'industrie, justement, intervient, surtout si on adresse des problématiques qui touchent les acteurs de la transformation. Les services de douane, parce qu'on peut être confronté à des problématiques, justement, de facilitation du commerce. Bref, identifier de manière pertinente les administrations suffisamment impliquées dans les problèmes à adresser, en ayant toujours en ligne de mire le fait que si on invite des administrations qui n'ont rien à voir ou qui ne considèrent pas comme priorité les actions à traiter, évidemment, elles ne viendront pas. Nous savons tous que, et c'est comme ça la vie aujourd'hui, chacun priorise. Donc, chercher la représentativité, mais également être pragmatique pour d'éviter des acteurs qui n'ont aucune chance de venir parce que ne considérant pas les problématiques prioritaires à adresser comme faisant partie de leurs priorités. Les organisations professionnelles, si elles existent, évidemment, et ça peut être sensible plus ou moins, surtout s'il n'y a pas d'interprofession. Parce qu'on peut avoir différentes catégories d'acteurs, des petits, des grands. Veiller à ce que réellement, qu'on ait une représentativité des acteurs, qu'on ait une représentativité des familles professionnelles qui ont des intérêts dans les problématiques. Est-ce qu'il y a des transformateurs? Est-ce qu'il y a des gros, des petits? Il y en a peut-être qui n'adhèrent pas aux organisations professionnelles, mais qui ont un rôle important à jouer dans la filière. Bref, tenir compte du contexte de chaque pays pour travailler avec le COLID à identifier la liste des participants aux ateliers nationaux, ça constitue un point d'attention fondamental. Et ça, la définition du champ d'intervention devrait aider. Et c'est vous qui connaissez beaucoup mieux que quiconque ceux qui ont la légitimité pour participer justement à cet atelier, en ayant en ligne de mire les enjeux d'efficacité, les enjeux également de représentativité pour que le travail puisse aboutir à des recommandations concrètes. Qu'est-ce qui est attendu de ces ateliers nationaux? Ces ateliers nationaux devraient permettre d'avoir des résultats concrets de chaque pays. Je l'ai dit tantôt, COLID accorde une importance capitale à ce que les appuis apportés à chaque pays pour correspondre aux besoins de chaque pays. Donc, l'appui du COLID, qui se traduira par un soutien méthodologique, devrait permettre, après chaque atelier, d'avoir la grille d'évaluation complétée en ce qui concerne les 4 piliers. Cet atelier permettra d'avoir donc une analyse détaillée des forces et faiblesses et devrait permettre à chaque pays de se doter d'un plan d'action prioritaire pour opérationnaliser le cadre de dialogue public-privé. Et il importe de le souligner, et ça, je pense que l'équipe du COLID pourrait y revenir. La vision, ce n'est pas de dire que le COLID doit tout faire ou peut réaliser tout ce qui ressortira des feuilles de route. Mais au moins, le COLID voudrait justement, à travers ces pays pilotes, un exercice concret de diagnostic, de structuration du dialogue autour d'une feuille de route opérationnelle. C'est donc ce qui est sûr, Michel l'a dit, dans les ateliers nationaux, le COLID peut apporter un soutien méthodologique à travers justement la mise à disposition de ressources spécialisées pour faciliter la compréhension, l'interprétation et la tenue de la grille. Mais de manière plus générale,
autour de ces interventions dans le cadre du dialogue public-privé, l'appui du COLID pourrait être, par exemple, un soutien technique ou thématique. Un pays peut avoir une problématique, justement, SPS, renforcement du système d'inspection, une problématique de qualité. Quand on parle de la mouche de flûte, par exemple, c'est une problématique SPS qui se pose. Les enjeux de durabilité, les enjeux de commerce ou d'innovation. Dans certains pays, il a été question, à un moment, par exemple, je restais sur la mangue, de tester si on peut utiliser justement l'eau chaude pour lutter contre les mouches de flûte. Ça peut s'appeler innovation avec ses contraintes d'équipement ou autre. Bref, juste pour dire que, ultérieurement, dans son approche globale, le COLID peut, à l'issue d'une feuille de route, apporter un soutien technique ou thématique pour faciliter le dialogue entre acteurs parce qu'il y a des problématiques singulières qui demandent une facilitation, ce qu'on appelle le soutien institutionnel. Le COLID également peut aider à faciliter l'animation des premières sessions pour lancer la dynamique de dialogue structuré parce qu'on a besoin d'une tierce partie qui a une bonne compréhension des enjeux, mais qui peut aider dans la facilitation, dans l'animation des réunions pour conduire les échanges vers des consensus partagés. Mais dans le cas précis, après les ateliers, je ne sais pas si nous sommes au regard des contraintes que le COLID peut avoir dans la programmation ou autre, est-ce que tu voudrais apporter des clarifications pour qu'on ait une bonne compréhension de ce qui est attendu? Oui, oui. Donc, cette phase pilote, en fait, on la voit aussi pilote parce que là, on termine le programme Fit for Market Plus qui est en cours. On attend, donc ça veut dire que beaucoup de fonds sont engagés, etc. Mais on voulait vraiment préparer aussi le futur projet et nos futures interventions dans les pays. Donc, un des résultats attendus, c'est le plan d'action qui, comme disait Babacar, est aussi, on va pas pouvoir mettre tout en œuvre. Chaque fois qu'on établit un plan d'action, on n'est pas non plus capable de tout mettre en œuvre parce qu'on n'a pas un mandat, etc. Dans un premier temps, on aura ce plan d'action qui nous permettra d'identifier ce qu'on va pouvoir peut-être faire en interne par le partage d'informations, par des échanges avec d'autres plateformes qui existent déjà. Et voilà. Donc, cette première étape de plan d'action nous permettra d'identifier ce qui peut être fait dans l'immédiat et ce qui pourra être fait aussi dans le futur avec le futur projet qui doit démarrer dans les mois à venir. Donc, ça va pas dormir dans un tiroir non plus pour nous, ce plan d'action. On le gardera aussi comme base d'intervention future. Mais il faut déjà voir, pour moi, ces plans d'action et ce travail qui est fait, c'est déjà un résultat en soi, en fait. C'est déjà une façon d'identifier ce que il y a des choses que vous pourrez faire directement. Il y a des choses que vous pourrez faire avec d'autres projets qui sont déjà sur place. Mais pour vous, en tout cas, le développement de plans d'action, pour moi, c'est déjà un résultat en soi. C'est un démarrage, mais c'est aussi un résultat en soi. Et bien sûr, on va accompagner le process selon nos disponibilités aussi financières et selon les projets. Voilà. Merci, Lucelle. Des questions, des commentaires? Bien. Mais évidemment, pour avoir ces plans d'action... Alors? Oui. Babacar, un commentaire. Oui, oui. M. Alidou, directeur OPV Mali, c'est bien ça? Sinon, une observation par rapport à tout ce que vous venez de dire, par rapport aux enjeux, aux intérêts des uns et des autres. Vous avez dit que les ateliers, c'est sur une durée de 3 jours. Maximum, et oui. Au cours de ces ateliers, différents acteurs avec des intérêts divergents qu'on met ensemble et il faut discuter pour aboutir à un consensus. Si vous prenez l'exemple du RSAT que vous avez mené chez nous, vous avez vu comment les débats ont été houleux avant d'amener tout le monde à s'exprimer et les amener à un consensus. Donc, pour moi, vraiment, pour donner l'occasion aux gens d'exprimer vraiment leurs préoccupations pour que ça soit pris en compte par les uns et les autres et arriver à un consensus,
Les 3 jours me semblent vraiment très, très peu. Et s'il faut revoir, vraiment, il faut revoir le nombre de ce jour-là pour que les gens puissent s'exprimer normalement et que chacun exprime sa position et arriver à un consensus partagé pour tout le monde. Donc, vraiment, c'est la préoccupation par rapport au nombre des 3 jours que vous avez annoncé. Ok, alors peut-être que donc j'ai même pas bien fait d'annoncer les 3 jours. Tu vois? Évidemment, tu vois, selon les pays, selon le niveau de maturité et les problématiques, il y a des choses qui peuvent se discuter en 2 jours, dans d'autres pays peut-être selon le champ d'intervention en 1 jour, dans d'autres 3, tu vois. Et encore une fois, tu vois, il faut savoir que c'est pas gravé dans le marbre, hein. C'est une moyenne qui est dégagée. Hein. Ce qui est sûr, c'est que en fonction des problématiques, un agenda sera défini pour l'atelier, hein, et je pense que nous aurons suffisamment de recul quoi, pour calibrer la durée de l'atelier afin d'avoir les résultats. Donc, tu vois, pas de souci à se faire de ce point de vue. Hein. Ouais, je pense que les phases préparatoires peuvent amener à caler le nombre de jours nécessaires. Ah, tout à fait, parce que nécessairement, avant l'atelier, il y aura les TDR, les thèmes de référence et un agenda détaillé et qui prendra en charge les spécificités du pays. Maintenant, peut-être juste, je vais édulcorer, quand tu dis avec des acteurs aux intérêts divergents, je dis non, aux intérêts convergents. Ce n'est pas une divergence, c'est vrai que mais chacun, les gens n'ont pas totalement les mêmes points d'attention, quoi, les mêmes préoccupations, les mêmes priorités. Hein, mais il faut dire qu'on a des intérêts convergents, mais des préoccupations particulières, on peut dire ça comme ça. Hein, c'est juste pour rigoler, mais c'est de dire, c'est vrai, ce qu'on veut construire, c'est que les gens sachent que les intérêts sont convergents. Maintenant, les préoccupations peuvent être spécifiques. Et c'est l'intérêt de veiller à la représentativité. Donc, chacun s'y retrouve. Merci, Alidou. D'autres interventions? Je vois une main qui est levée. Je pense que c'est la RDC, monsieur ou madame Loumouamou. Oui, madame va intervenir. Bonjour à tous. Bonjour, madame Margot. C'est madame Lydie Matadi de la RDC. Nous sommes en train de vous suivre vraiment avec beaucoup d'attention par rapport à ce projet. Mais je crois après la réunion, on pourra toujours revenir vers vous ou vers l'expert, je ne sais pas, pour avoir des précisions. D'abord, oui, Margot. Margot est là, oui. Bien sûr, oui. La préoccupation première, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on voulait juste... Est-ce que c'est limité dans les temps ou bien ça dépendra des résultats? Vous parlez de quoi? Je crois que je vais mettre à notre disposition aussi les différents documents, surtout concernant les choix des critères des membres qui devront constituer le cadre du dialogue public-privé. Merci beaucoup, madame. Merci, Margot. Oui, donc, comme discuté avec Samuel, oui, donc bien sûr, on accompagnera sur la constitution du groupe qui devra participer à l'atelier. Et sur la durée dans le temps, je pense que c'était ce à quoi Babacar arrivait. Donc, effectivement, sur le calendrier, on aimerait que l'atelier se passe dans les prochains mois. Mais on pourra effectivement discuter en fonction des contraintes de chaque pays. Et alors, si c'est la question de la durée dans le temps de la mise en œuvre du plan d'action, ça, je pense que c'est ce que Nursel avait répondu. Ce ne sera pas pour tout de suite, en tout cas avec le Covid, mais on restera de toute façon en contact sur la suite. Mais je pense que sur le calendrier, je ne sais pas, Babacar, si tu avais une information plus précise, mais de toute façon, c'est des choses qu'on discutera. Ce n'est que le début des échanges à ce sujet et on discutera effectivement pays par pays pour répondre au mieux à ce besoin de cadrage et dialogue public-privé. Et peut-être pour ajouter ce que je disais tout à l'heure, sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à nos impératifs de programme, etc. Idéalement, on aimerait que les ateliers soient organisés avant la fin du mois de juin. Même plus tôt, ce serait mieux, en fait, pour nous permettre justement de pouvoir
éventuellement mettre en œuvre l'une ou l'autre activité de soutien avant, tant qu'on peut le faire sous le projet Fit for Market Plus. C'est notre cuisine un peu interne, mais c'est important pour nous, en fait. Mais très bien, je pense que, M. Margot, vous avez apporté les réponses. Le calendrier va être discuté avec les différents pays en tenant compte de leurs contraintes spécifiques. Et il s'agira donc de s'entendre sur la finalisation de la liste des participants, de s'entendre sur l'atelier, la date de l'atelier, avec la mise à disposition de ressources spécialisées et ultimement, justement, l'accompagnement éventuel du COLIT avec les contraintes évoquées par Nucel permettra réellement déjà à ce stade-ci d'avancer dans le processus. Est-ce que ça va? Des questions, commentaires? Bien, on a déjà discuté des perspectives. Évidemment, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des attentes particulières? Les uns et les autres ont commencé déjà, justement, ont déjà posé des questions auxquelles les collègues ont répondu. Il va sans dire que la participation de tous est essentielle. Il va sans dire que l'engagement des parties prenantes en termes de représentation des autorités compétentes et secteur privé seront essentiels pour cette phase-là. Mesdames, Messieurs, voilà un peu ce qui était prévu de discuter pour annoncer. Merci, Babacar. Oui, je pense que juste pour repartir sur le fait que Victor reviendra vers chacun des pays dont il est, donc Mali et Burkina, et Margot reviendra vers la RDC pour échanger vers la suite. Moi, je reviendrai vers les experts pour aussi échanger sur la suite avec Babacar également. Donc, voilà. Mais si vous avez tout de suite des questions, n'hésitez pas. Monsieur Bachungué? Oui, merci. Merci, Madame Margot. Merci, Monsieur Babacar. J'aimerais juste demander s'il y a moyen que vous puissiez partager la présentation par mail, comme ça nous permet de mieux repasser en revue ce qu'on a pu échanger aujourd'hui, si possible. Hein. Oui, elle sera partagée et l'enregistrement aussi. Normalement, je devrais pouvoir le récupérer et ce sera partagé également. Merci. D'autres préoccupations, commentaires? Monsieur oui, Camara? Non, on dit qu'ici c'est bon. Maintenant qu'on a une idée du calendrier, je pense que c'est faisable. Ok, parfait, merci. C'est faisable. Nucel, peut-être. Non, c'est infiniment. Ok, Nucel, peut-être c'est déjà vraiment le lieu pour ma part d'encourager les différents pays à saisir cette opportunité qui est importante pour vraiment asseoir une démarche structurée, quoi, de dialogue public-privé et renouveler le plaisir qu'on a toujours de participer à telle rencontre. Merci. Oui, donc c'est un sujet qui est important pour nous. Je le disais au début, on est beaucoup intervenu, mais de manière ponctuelle. Sur ce projet-ci, dans le passé, on a eu des interventions un peu plus importantes, mais l'idée vraiment, c'est d'accompagner vers quelque chose de plus structuré, de plus pérenne, qui vous permette, et c'est l'élément essentiel qui a été évoqué par Babacar, d'anticiper en fait, d'anticiper pour éviter des crises, d'anticiper pour développer les filières. Donc c'est assez important. Et si nous on peut accompagner sur ce processus, c'est les 3 pays pilotes ici, ce serait, je pense, bénéfique pour vous et aussi pour nous pour reproduire la démarche ailleurs aussi. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Margot, vers Victor, vers moi aussi. Et pour la suite, on reste en contact pour la mise en œuvre de ce calendrier. Si tout le monde est toujours bien intéressé, donc voilà. Patrick, Eddy, pardon, tu voulais dire quelque chose? Eddy? Okay.
Très bien, monsieur. Oui, ben Philippe, on reviendra pays par pays pour identifier les dates et avancer selon. On se rend bien compte que c'est pas le moment le plus facile pour le Burkina et le Mali, mais c'est aussi important pour vos filières respectives. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au Merci. revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Nous Merci. attendons le Merci. calendrier. Merci également. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez.